Bonjour. On a tous cette envie, je crois, de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure et peut-être de le rendre meilleur ou au moins plus facile à vivre. Oui, c'est une quête humaine fondamentale. Et depuis toujours, on dirait qu'il y a eu deux grandes approches. Celle de la pensée, de la raison, la philosophie, et puis l'autre voie, celle de l'imaginaire, des histoires, des mythes. Exactement. Et c'est justement cette relation, souvent vue comme conflictuelle, entre mythe et raison, qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'appuyer pour ça sur des extraits d'un texte qui s'appelle Valeurs de la philosophie, mythes et raison. L'idée, c'est de creuser un peu. Oui, voir si la philo rejette systématiquement le mythe. Est-ce que la rationalité suffit vraiment pour tout comprendre? Est-ce qu'elle explique toute l'histoire humaine? Ou est-ce que la philosophie, au contraire, intègre parfois le discours mythique dans sa propre recherche de vérité? Hmm. Et puis, au fond, quelle est la valeur de la philosophie elle-même aujourd'hui? C'est une grande question. Alors, voilà le plan. On va d'abord examiner ce qui semble opposer le mythe et la raison, D'accord. L'opposition apparente. puis on verra s'ils ne sont pas peut-être plus complémentaires qu'on ne le pense. Une possible complémentarité, oui. Et pour finir, on essaiera d'évaluer la valeur de cette démarche philosophique elle-même. Parfait. Prête à demander cette exploration? Alors le mythe, comment on le voit d'habitude? Quelle est la perception courante? Disons-le franchement, il n'a pas toujours une très bonne image. Ah bon? Oui, le réflexe, c'est souvent de le voir comme une histoire fausse, une illusion, quelque chose d'opposé à la réalité, quoi. D'accord, l'irréel. C'est ça. On l'associe à l'illogique, à l'imaginaire, un peu. Hmm, Naïf, surtout quand on le compare à la rationalité scientifique. André Lalande, dans son vocabulaire philosophique, il le définit comme un, je cite un peu, récit fabuleux d'origine populaire, à sens symbolique. Ok. Et il ajoute que ça relèverait d'une mentalité primitive. Oula, mentalité primitive, enfance de l'esprit humain, c'est pas très flatteur ça. Ça sonne un peu comme une mise à l'écart, non? Oui, carrément une disqualification face à la raison. Comme si le mythe, c'était juste une étape qu'on aurait dépassée, une immaturité. Et l'opposition avec la raison serait donc fondamentale. Dans cette perspective, oui. D'un côté, on a l'imaginaire, la narration, le flou peut-être. De l'autre, l'analyse, les faits concrets, la démonstration logique. C'est clair. Jean-Pierre Vernant, un grand spécialiste de la Grèce antique, a même une formule assez dure. Il dit que le mythe se définit par ses manques. C'est-à-dire? Parce qu'il n'est pas. Non-sens, non-raison, non-vérité, non-réalité. Ah oui, quand même. Vu comme ça. Ben oui, vu comme ça, il semble disqualifié, limité, sans grande valeur face à la raison triomphante. Mais est-ce qu'on peut vraiment définir quelque chose juste parce qu'il lui manque, sans regarder ce qu'il fait, sa fonction propre? On peut l'écarter si vite? C'est une excellente remarque. Ça montre bien les limites de cette vision purement critique. Hmm. Et justement, avant d'explorer une autre facette du mythe, regardons cette raison qui semble le supplanter. C'est quoi au juste la raison dans ce contexte? Alors, la raison, c'est cette faculté de connaître, de juger logiquement. Oui, de discerner le vrai du faux, d'y voir clair. Ses caractéristiques, ce seraient la rigueur, la cohérence, la logique, l'objectivité. Tout à fait. Elle se base sur le réel, le vérifiable. Et elle exclut, ou du moins elle se méfie, de l'imaginaire qui n'est pas passé au crible de l'examen critique. Descartes, lui, il en faisait carrément la règle souveraine pour atteindre la connaissance. Exactement. Et cette idée de la suprématie de la raison, elle a aussi une histoire. Auguste Comte, par exemple. Ah oui, la fameuse loi des trois états. C'est ça. Comte voyait l'histoire de la pensée humaine comme une progression. En gros, on serait passé d'un état théologique, Où tout s'explique par les dieux, le surnaturel. voilà, puis un état métaphysique, avec des entités abstraites, des forces un peu vagues, Des génies, comme le mentionnent les textes. oui, pour enfin aboutir à l'état positif, scientifique. Là, c'est la raison, l'observation, l'expérience qui domine. C'est l'âge adulte de l'esprit, en quelque sorte. La maturité. C'est ça. Et l'idée qui prévaut encore largement, c'est que c'est cette raison qui doit guider notre conduite et notre connaissance. Bon, le tableau semble assez clair, hein. Le mythe d'un côté, plutôt dévalorisé, et la raison de l'autre, mise sur un piédestal. Oui, l'opposition paraît nette. Mais les textes qu'on examine aujourd'hui suggèrent que ce n'est peut-être pas si simple, que c'est peut-être un peu trop binaire comme vision. Tout à fait. Est-ce que cette raison, si puissante soit-elle, a vraiment réponse à tout? Est-ce qu'elle n'a pas, elle aussi, ses limites? Et c'est là, effectivement, que ça devient passionnant.
Blaise Pascal, déjà au XVIIe siècle, nous alertait là-dessus. Ah, Pascal. Il y a cette formule un peu paradoxale. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Ça sonne étrange, mais ça veut dire que si la raison se croit absolue, sans limite, elle devient elle-même déraisonnable. Je vois. Elle doit connaître sa place en quelque sorte. C'est un peu ça. Et il y a cette autre phrase très connue, un peu adaptée dans nos sources, mais l'esprit est là. La raison a des raisons que la raison elle-même ignore. Ce qui signifie qu'il y aurait des domaines, des réalités qui échappent à la pure logique analytique. Des zones d'ombre. C'est exactement l'idée. Pascal va même plus loin. Il dit « La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la dépassent. » Et les textes donnent des exemples. Qu'est-ce qui dépasse la raison? Ils évoquaient Dieu, la foi, les sentiments. On pourrait penser aussi aux grandes questions existentielles, le sens de la vie, la mort, l'amour. Face à ça, la raison, purement logique, elle bute un peu. Elle atteint ses limites. Voilà. Il faut bien admettre qu'il y a une dimension irrationnelle en nous et que la connaissance totale, achevée, c'est sans doute une illusion. C'est assez vertigineux cette idée que notre outil principal, la raison, doit elle-même avouer ses propres frontières. C'est une leçon d'humilité pour la pensée. Et du coup, est-ce que c'est précisément là, dans ces zones où la raison est moins à l'aise, que le mythe pourrait revenir? C'est une piste très intéressante que les textes explorent. Pas comme une explication dépassée, mais comme autre chose. Un complément, peut-être. Exactement. Puisque la raison ne peut pas tout saisir, le mythe pourrait être nécessaire pour appréhender d'autres aspects de l'humain, de son histoire, de son rapport au monde. D'ailleurs, il faut voir que la philosophie elle-même, contrairement à une image répandue, n'est pas que raison pure. Martin Heidegger le soulignait bien. La philosophie utilise aussi le mythe. Ah oui. Comment ça? Le mythe peut servir à exprimer une philosophie, à instruire sur les grands problèmes de l'existence. C'est vrai que Socrate lui-même, pourtant un des pères de la rationalité occidentale, Eh oui, il utilisait des mythes pour enseigner. Le mythe de la caverne, bien sûr, mais aussi le mythe d'Air à la fin de la République. On dirait qu'il sortait un mythe quand l'argumentation logique ne suffisait plus. c'est exactement ça. Le mythe intervient là où la raison montre son inefficacité ou ses limites. Il n'est pas forcément vu comme une contre-vérité, mais peut-être comme une vérité d'un autre ordre, exprimée de façon symbolique, imagée. Un langage voilé qui porterait des vérités authentiques. Voilà. Et ce recours au mythe, ça ne s'arrête pas à l'Antiquité, loin de là. Les textes mentionnent la psychanalyse, Freud. Tout à fait. Le complexe d'Oedipe, les concepts d'Éros et Thanatos, ce sont des emprunts directs à la mythologie grecque. Et Freud les utilise pour tenter d'expliquer quoi? Pour expliquer la part obscure de l'homme, les profondeurs de la psyché, là où la raison classique a du mal à pénétrer. C'est fascinant de voir comment le mythe revient au cœur même de démarches qui se veulent scientifiques ou rationnelles. Absolument. Et ça nous mène à une réflexion clé, tirée des textes et attribuée au biologiste François Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'assez fort. Mythe et science remplissent les mêmes fonctions. Ah oui, les mêmes fonctions. C'est-à-dire? Il explique qu'au fond, les deux cherchent à nous fournir une représentation du monde, à donner un sens aux forces qui nous animent, à répondre à notre besoin fondamental de comprendre. Donc ce ne serait pas forcément l'un contre l'autre. Non, plutôt deux outils, deux langages différents, peut-être complémentaires, pour répondre à ces questions existentielles. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de la mort? Des questions auxquelles la science, malgré tous ses progrès, n'apporte pas toujours de réponse satisfaisante sur le plan du sens profond. C'est certain. La science décrit le « comment », mais elle peine à dire le « pourquoi » existentiel. Ça rappelle un peu ce que disait Kant, qui est cité aussi. « J'ai dû supprimer le savoir pour faire place à la foi ». Il voulait dire qu'il y a des domaines où la raison scientifique doit s'arrêter. Oui, Kant reconnaît qu'il y a des questions essentielles. La morale, le sens, la liberté, peut-être la foi pour certains, où la raison purement théorique, scientifique, n'a pas le dernier mot. Elle doit laisser la place à autre chose, à la raison pratique, à la croyance peut-être. Donc cette opposition frontale, presque caricaturale, entre mythe et raison, elle semble sérieusement remise en cause. Elle apparaît en tout cas beaucoup trop simpliste. Il pourrait bien être, comme vous disiez, complémentaire, peut-être même les deux faces d'une même quête de compréhension. D'accord. C'est une perspective beaucoup plus nuancée. Et si on en vient maintenant à la philosophie elle-même, cette démarche qui essaye de penser tout ça, d'où vient ce mot d'ailleurs, philosophie? On l'attribue souvent à Pythagore. Oui, c'est l'histoire qu'on raconte. Au VIe siècle avant notre ère, Pythagore aurait refusé le titre de Sophos, qui veut dire sage, celui qui possède le savoir.
Par humilité, C'est ce qu'on dit. Il aurait préféré se dire philosophos, c'est-à-dire ami ou amoureux, philo, de la sagesse, sophia. La philosophie serait donc, littéralement, l'amour de la sagesse. une quête, une recherche, pas une possession. Exactement. L'accent est mis sur le cheminement, pas sur l'arrivée. C'est une belle définition, mais ça n'empêche pas une critique très courante, hein. La philo, c'est bien beau, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un peu inutile? Ah, la fameuse question de l'utilité de la philosophie. Oui, c'est une critique qu'on entend sans cesse. On lui reproche quoi, principalement? Son caractère instable, incertain, le fait qu'elle ne mène pas à un savoir absolu, définitif. Comme le disait Karl Jaspers, et c'est repris dans les textes, en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses. Ce qui peut être frustrant si on cherche des solutions concrètes, immédiates. Ben oui, on lui reproche son manque de prise sur le réel, son incapacité à résoudre les problèmes matériels du quotidien. Il y a aussi ce cliché du philosophe un peu dans sa bulle, déconnecté. L'histoire de Thalès qui tombe dans un puits en regardant les étoiles, ça reste un classique. Oui, ça illustre bien cette image du penseur abstrait, un peu rêveur, pas très ancré dans la pratique. Et aujourd'hui, cette critique est peut-être encore plus forte avec la place qu'a pris la technique, non? Absolument. La science et la technologie offrent des résultats tangibles, des solutions rapides à de nombreux problèmes. Elles progressent, elles construisent. À côté, la philosophie, avec ses débats qui semblent ne jamais finir, peut paraître lente, inefficace, voire obsolète. Il y a cet adage latin qui dit bien ça, primum vivere, deine philosophari. Vivre d'abord, philosopher ensuite. L'idée qu'il y a des priorités plus urgentes, plus vitales. Hegel aussi, il avait une image assez parlante pour décrire le rôle de la philosophie. Oui, l'oiseau de Minerve, la chouette symbole de la sagesse, qui ne prend son envol qu'au crépuscule. C'est-à-dire? L'idée, c'est que la philosophie arrive toujours après les événements. Elle comprend, elle analyse le monde et l'histoire une fois qu'ils sont advenus. Mais elle ne participe pas à leur création. Elle n'agit pas directement dessus. Elle commente, elle ne fait pas. D'accord. Donc, la conclusion de toutes ces critiques, c'est que la philo serait un peu dépassée. Plus vraiment d'actualité. C'est le procès qui lui est souvent fait, oui. Une discipline inactuelle. Mais j'imagine que les textes qu'on explore ne s'arrêtent pas à ce constat critique. Ils doivent aussi défendre sa valeur, non? Argumenter en faveur de son utilité, voire de sa nécessité. Bien sûr. Il propose une défense solide. D'abord en rappelant que la philosophie peut être vue comme un art de vivre. Un art de vivre, c'est-à-dire? L'idée que la réflexion philosophique, la méditation sur notre existence, sur nos valeurs, peut nous conduire à plus d'humilité, à la vertu, à une certaine paix intérieure, ce qui n'est quand même pas rien comme utilité. C'est vrai. Et face à la puissance de la science et de la technique, que répond la philosophie? Elle souligne leurs limites et même leurs dangers potentiels. Les textes évoquent Hiroshima, la crise climatique, des exemples où le progrès technique a engendré des maux considérables. La science nous donne des moyens, une puissance énorme, mais elle est muette sur les fins. Elle ne nous dit pas pourquoi utiliser cette puissance, ni comment l'utiliser de manière juste et bonne. Elle ne donne pas de direction morale. Exactement. Elle ne peut pas nous dire quelles sont les finalités de l'action humaine. Et c'est précisément là que la philosophie intervient, en posant ces questions de sens, de valeur, d'éthique. Donc elle ne peut pas être dépassée par la science puisqu'elle opère sur un autre plan, un plan réflexif et critique. Elle aurait donc un rôle de vigilance, d'éclaireur, une sorte de phare comme le suggèrent les textes. C'est une belle image, oui. Un phare pour guider l'existence humaine. Bertrand Russell, cité dans nos extraits, le dit très bien. Sans philosophie, on est en quelque sorte emprisonné dans les préjugés. C'est-à-dire, prisonnier de quoi? Des préjugés de notre temps, de notre culture, des croyances communes qu'on accepte sans jamais les examiner. Philosopher, c'est justement apprendre à développer son esprit critique, sa capacité à remettre en question ses évidences, à penser par soi-même, de manière autonome. Oui, une libération de l'obscurantisme, des dogmes, des idées reçues. C'est ce que disait aussi Descartes, de manière très forte. Vivre sans philosopher, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir. C'est une image puissante, en effet. Ne pas philosopher, c'est choisir de rester aveugle, en quelque sorte. Voilà, et ça nous ramène à l'essence même de la philosophie, comme le disait Pythagore. C'est la recherche de la sagesse, son amour, pas sa possession. Elle repose sur le doute méthodique, la remise en question permanente, y compris de ses propres certitudes.
L'exemple de Socrate est emblématique. Avec son fameux « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Exactement. Ce n'est pas une fausse modestie, c'est le point de départ fondamental de toute démarche intellectuelle honnête, reconnaître les limites de son propre savoir. Amadou Hampâté-Bâ, qui est cité également, dit quelque chose de très similaire. Le début du savoir, c'est de savoir qu'on ne sait pas. C'est fondamental. Ignorer cette dimension philosophique, la mépriser, c'est prendre le risque, selon les textes, de rester prisonnier de la tyrannie des pratiques sociales. La tyrannie des pratiques sociales. C'est-à-dire, Les habitudes de pensée, les routines, les conformismes qu'on subit sans même en avoir conscience. La pratique de la philosophie, au contraire, c'est s'entraîner au libre exercice de sa pensée, à une forme de maîtrise de soi. donc, malgré toutes les critiques sur son utilité supposée, Oui, malgré tout ça, la conclusion des textes est sans appel. La philosophie reste non seulement utile, mais essentielle. Elle est toujours d'actualité. D'accord. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré à travers cette discussion, quel serait le message principal à retenir sur cette relation entre mythe, raison et philosophie? le message fort, je crois, c'est qu'il n'y a pas de séparation radicale, de mur inenfranchissable entre le mythe et la raison. Ils ne sont pas forcément ennemis. Non, le mythe apparaît moins comme une erreur que comme une autre forme de langage, une autre façon d'approcher la vérité. Particulièrement pour ce qui touche à l'irrationnel, à l'existentiel, à ces domaines où la raison purement logique montre ses limites. Ils participent à notre besoin de sens, finalement. Oui, il aide à étancher cette soif de comprendre et, comme le suggèrent les textes, il peut même contribuer à notre bien-être, à notre équilibre. Mythe et raison pourraient être vus comme deux alliés, peut-être inattendus. À nous méfier des dogmes et des prêt-à-penser. C'est elle qui nous invite à chercher un art de vivre, une cohérence, une forme de sagesse personnelle et collective. Une sorte de boussole donc particulièrement nécessaire aujourd'hui. Oui, une boussole indispensable dans notre monde hyper complexe, saturé de technologie, où on a énormément de moyens mais où on manque parfois cruellement de réflexion sur les fins, sur le pourquoi on fait les choses. La philosophie nous rappelle sans cesse cette nécessité d'interroger le sens. Absolument. Le sens de nos actions, de nos choix, de nos vies. Même si la sagesse parfaite reste un horizon, c'est la quête elle-même qui nous rend plus conscients, plus libres, plus humains. Et tout ça, ça nous laisse peut-être avec une dernière interrogation, une piste de réflexion pour conclure. Mhm. Si la philosophie, c'est avant tout apprendre à questionner et reconnaître qu'on ne sait pas tout. Et si, comme on l'a vu, ni le mythe seul, ni la raison seule ne suffisent à saisir toute la complexité du monde actuel, Alors oui, alors quelle pourrait être la question la plus importante, la plus fondamentale que chacun et chacune d'entre nous devrait peut-être se poser aujourd'hui pour essayer de naviguer au mieux dans cette époque si déroutante? voilà une excellente question. Une vraie question philosophique pour continuer la réflexion.